m'appelle Robert, je suis économiste et maître de conférences en sciences de gestion à l'IAE maintenant, puisqu'on vient de fusionner, c'était l'ex-IMMD. D'accord. Et je travaille depuis maintenant 15 ans. J'ai commencé en 2005 à travailler sur les thématiques liant la consommation et le développement durable. Et maintenant, je travaille plus particulièrement sur l'appropriation par les consommateurs des nouveaux modèles économiques. Et j'en profite, à l'instar Mmh. d'Isabelle Delannoy, pour vous dire que dans cette logique, on développe une chaire sur la mode circulaire qui va associer un pluri-regard, une pluridisciplinarité entre les sciences de l'ingénieur avec l'ANCET et puis nous, en sciences de gestion, pour effectivement regarder, je dirais, par des voies différentes, tous ces changements, aussi bien au niveau du producteur, du distributeur que du consommateur. Voilà. Parfait. On va parler sobriété. Mhm. Pour toi, c'est quoi la sobriété? Est-ce que tu pourrais nous le définir? Alors, juste pour faire une petite parenthèse, la sobriété, on a travaillé avec mes collègues de l'IMMD il y a quelques années sur la sobriété. Effectivement, alors d'autant plus dans la mode, la sobriété, il va y avoir beaucoup de connotations négatives, une certaine méfiance parce qu'elle est associée, je dirais, au sacrifice, à la privation. Et donc, effectivement, on parle pas beaucoup du moins, notamment dans tout ce qui est lié à la mode éthique, à la mode responsable. On parle beaucoup plus du mieux. Par contre, si on regarde sa genèse, la sobriété en romain, c'est la sobrietas, c'est-à-dire que c'est une vertu contre le vice de la démesure. Et si on s'intéresse aujourd'hui à la notion de sobriété, alors non pas vue comme une écologie punitive, mais on s'aperçoit, c'est remettre en cause un peu le seuil de consommation, c'est-à-dire avoir une ligne d'équilibre entre les risques de la surconsommation et puis la sensation de manque. C'est véritablement ça. Très bien. Alors justement sur la surconsommation, aujourd'hui, avec le Covid, on a eu un arrêt, au sens propre du terme, qui a été imposé et certains ont dit: «Mais on est en décroissance», qui est quelque chose de non voulu. Finalement, c'est pas si bien que ça, en fait. Comment aujourd'hui, en fait, on passe, justement d'une sobriété voulue à une sobriété subie? Alors, la crise sanitaire a renforcé des tendances de fond. C'est-à-dire qu'avant cette crise, la sobriété, il y avait 2 types de sobriété qui sont renforcées aujourd'hui. Il y a une sobriété effectivement, comme tu le soulignes Fabrice, une sobriété contrainte. Je me souviens que les chiffres, de l'Institut français de la mode fin 2018 nous disaient qu'en gros 44 des consommateurs, déconsommaient dans le domaine du textile et parmi, cette déconsommation, on avait environ 60 qui étaient liés à une sobriété contrainte. OK. Le reste étant une sobriété voulue. Alors, sur la sobriété contrainte, bien sûr que le Covid et la crise économique qu'elle engendre va accélérer en fait cette sobriété et on le voit, la dernière étude Kantar en octobre 2020 nous montre que 46% des Français souhaitent freiner les dépenses non nécessaires, et plus particulièrement dans la mode. Donc effectivement, on va voir ce qu'on appelle chez nous, dans le jargon en sciences de gestion, le développement de ce qu'on appelle le wise shopper, c'est-à-dire le consommateur raisonnable qui va prendre la main sur sa consommation. Et puis parallèlement, effectivement, le Covid a accéléré cette prise de conscience de la sobriété voulue. C'est-à-dire qu'on avait les prémices, et globalement, ça se développe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens pendant la période du Covid qui se sont posés des questions, qui sont intéressés à leur style de vie, je cours tout le temps, etc. Oui, Et donc, on voit. Alors, le textile, pour la sobriété voulue, il arrive seulement maintenant. J'explique juste un petit peu le cheminement de la carrément. sobriété, parce qu'en fait, la sobriété, elle a commencé dans l'alimentation, notamment, se sont posées les questions sur la consommation de viande, la consommation de plats préparés, etc. On se pose des questions sur l'utilisation de l'automobile, l'utilisation de l'avion. La mode était peu touchée par cette sobriété voulue. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'adore cette explication d'un philosophe, Alain Anquetil, qui disait, en fait, chaque consommateur a une espèce de comptabilité morale,
où il fait des choses très très bien, il va opter pour de la mobilité douce, il va opter pour faire son compost, il va faire attention, il va manger moins de viande, etc. Et puis, bah, il y a des choses moins vertueuses, c'est-à-dire que l'addiction à la mode, etc. Donc, c'était de se dire, je fais beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Donc, bon, sur les vêtements, bon, allez, je craque, quoi. C'est un peu, je caricature, mais c'est un peu ça. Aujourd'hui, le Covid a renforcé cette sobriété voulue dans le sens où ben, ça a permis de faire une introspection sur quels sont mes plaisirs. Est-ce que c'est d'avoir un dressing où il y a plein de vêtements? Est-ce que ça pose pas la question du trop? Trop de produits, trop de nouveautés, trop d'intrusion digitale, etc. Et là, effectivement, alors ça couple aussi le mieux consommer, mais on interroge le moins, c'est clair. Carrément. Alors, au moment du déconfinement, on a eu 2 exemples. On a eu des gens, dès le lundi, qui sont allés à Zara faire la queue, et on a vu également en Chine un magasin Hermès qui, en une journée, a fait 1,2 million de chiffre d'affaires. Et donc, tu parlais d'addiction. Bah, comme une addiction, pendant un moment, on a été freiné. Quand c'est fini, bah, on revient comme avant. C'est quoi ton sentiment pour que justement ce facteur, cette sobriété, soit un peu plus diffusé? Parce que cette introspection, on l'a subie en fait. On a été enfermé pendant 2 mois, on n'a pas eu le choix, mais après, entre guillemets, on revient naturel. Alors, moi, je serais plus nuancée parce que si on était revenu au naturel, on n'aurait pas les moins 7% D'accord, de baisse de croissance en septembre comparativement à septembre 2019. Donc, on n'est pas revenu au naturel, ça, je d'accord. dirais, c'est à nuancer. Par contre, effectivement, et tous les intervenants pendant ces 2 jours parlaient du collectif. C'est clair qu'on a un mélange aussi des sobres volontaires et des sobres, je dirais, contraints. Et cette démarche de sobriété, elle est pas si facile. Je veux dire, on peut s'amuser à se dire, bon, je tiens, mais il faut un collectif. Il faut qu'on ait, la communauté est vitale pour développer ce processus de sobriété. C'est-à-dire qu'on a besoin d'échanger tant chez les sobres contraints, notamment pour la débrouille, que pour les autres. Parce que sinon, on peut être stigmatisé. Si je fais une analogie avec la baisse, je dirais, de la consommation de viande, effectivement, de ne pas manger de la viande, au départ, c'était stigmatisé. Donc, c'est difficile. Donc, on a besoin d'entraide, d'avoir des réseaux, à l'instar de tous les réseaux qui se sont développés par rapport au groupe de simplicité volontaire. Je pense au réseau des colibris, je pense aussi au mouvement de slow food, etc. Il y a tout ce collectif pour effectivement travailler la sobriété un peu, je dirais, heureuse, c'est-à-dire de se dire, alors ça ne veut pas dire qu'on ne va plus acheter de vêtements, ce n'est pas mes propos, hein, mais ce qui se passe, c'est que, et pourquoi on n'arriverait pas à un modèle un peu flexitarien, Mhm. où effectivement on s'aperçoit que ben, on a peut-être moins cette addiction, on aura plaisir à acheter des vêtements, tout comme on a plaisir à la débrouille, à acheter de la seconde main, à faire du troc, à aller dans des vin dressing. En fait, on va mêler à la fois, je dirais, des démarches sociétales et des démarches, je dirais, pragmatiques de débrouille. Comment je fais aussi pour réduire mon budget parce qu'il va falloir que je fasse des ajustements. Et là, j'ai des solutions. J'ai la seconde main. Ça ne veut pas dire qu'on remet complètement en cause, je dirais, mais on va réduire peut-être un peu cette addiction et on prend peut-être autant de plaisir à acheter un produit de seconde main qu'un produit neuf. Hein. Enfin, je veux dire, et à troquer aussi, à échanger. Donc, c'est toutes ces questions-là. Et je reviens, on n'est pas dans de l'écologie punitive, on est vraiment dans cette logique de mêler les approches et d'en faire quelque chose de vertueux. Parfait. Isabelle, je vais prendre une question dans le chat d'une autre Isabelle qui dit très juste sur la sobriété, qui s'adresse à une frange de la population qui en a les moyens. En revanche, toute une grande partie de la société a encore ce besoin de consommer pas cher pour atteindre un statut. Quel est votre point de vue? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et d'ailleurs, la chaire qu'on développe actuellement, elle est orientée sur la mode circulaire adressée au grand public, hein, véritablement. La question, c'est ça, mais ça revient aussi un petit peu à la débrouille. Effectivement, dans un système où on va avoir une baisse du pouvoir d'achat, c'est très clair,
quelle façon de structurelle et conjoncturelle, c'est pas de laisser ces gens ces sobres, je dirais, contraints sur le côté. C'est de leur offrir des tas de solutions. Je pense à l'exemple qui a été développé par Kiabi, c'est-à-dire on peut réparer ses vêtements, on peut aller acheter de la seconde main. Et puis globalement, effectivement, cette sobriété, elle n'est pas que par rapport au neuf. On imagine des tas de solutions pour se vêtir demain. Je ne suis pas en train de dire encore que les populations défavorisées ne doivent plus acheter de vêtements, ce n'est pas du tout mes propos, mais c'est de se dire que moi, je prends toujours aussi une analogie avec d'autres secteurs, c'est que le fait qu'on consomme moins de viande, c'est qu'on va aller vers d'autres produits. Donc, ça ne veut pas dire une déconsommation générale. Alors justement, comme tu parles de déconsommation, aujourd'hui on l'a vu qu'il y a des secteurs qui vont être plus impactés que d'autres. Comment cette sobriété, si on la met en place, peut aider justement l'économie à repartir de manière complètement paradoxale? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des secteurs d'activité qui sont complètement bloqués. On l'a vu, ça peut être par exemple sur la musique, ça peut être sur effectivement les salons, la partie événementielle, pour un temps qui va être indéterminé pour l'instant. Et il y a d'autres secteurs d'activité, on l'a vu, qui sont beaucoup plus mobiles, qui sont beaucoup plus flexibles en fait. C'est quoi ton avis par rapport à ça et comment on peut naviguer, on peut changer, on peut être flexible en fait? Alors, moi, je fais toujours une analogie avec un secteur que Mmh. j'apprécie et qui est le marché du vin. Si D'accord, on regarde très la bien. consommation sur les 40 dernières années, depuis 61, on a divisé les quantités par deux en France. Pourtant, excepté là en période conjoncturelle, mais je Mmh. veux dire, les ventes de vin n'ont pas chuté de façon aussi abyssale. Ça veut dire qu'on a travaillé quoi? Et ça rejoint les propos je dirais de l'intervenant précédent. C'est qu'en fait, si on regarde sur le vin, on a commencé à redonner ses lettres de noblesse. Les Français vont davantage vers de la qualité. On va chercher un vin pour un petit producteur, on va chercher un vin pour son histoire. Et pourquoi on ne pourrait pas s'inspirer, de faire des analogies? On a besoin, je veux dire, de retravailler, comme on le disait précédemment, sur le storytelling, sur redonner de la valeur, redonner de la valeur, puisque le vêtement aujourd'hui, il a perdu de sa valeur à tous les niveaux de la chaîne et encore plus au niveau du consommateur. Donc, comment retravailler cette valeur? Comment sortir de cette logique caricaturale qui est la logique du push où en fait on fabrique pour stocker et puis après on utilise tout pour déstocker, quitte à faire des remises abyssales? C'est de se poser la question du pull, comment en fait on fait une fabrication, je dirais, à la demande, où on évite d'avoir des invendus incroyables, où on va vers une plus grande réactivité avec le consommateur, une plus grande flexibilité. Moi, je pense qu'on peut le faire. Alors, ça ne changera pas du jour au lendemain, bien Mmh. évidemment, mais globalement, et qu'on replace le consommateur au centre. Nous qui enseignons le marketing, on s'aperçoit que le consommateur, il a besoin d'être créatif. Je vais juste vous raconter une petite histoire que j'ai lue récemment sur une expérience qui a été menée aux États-Unis à partir d'étudiants complètement addicts de la mode et qui en fait, sont rentrés dans un processus scientifique. Pendant 10 semaines, on leur a interdit d'acheter des vêtements. Des vêtements, c'est-à-dire c'était la fashion detox. Alors, c'était des volontaires. Ils étaient à peu près 100. Et ce qui est assez intéressant à la fin, qu'est-ce qu'on en tire? On en tire une énorme créativité de la part du consommateur. C'est qu'en fait, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont réappropriés leur dressing, ils ont recombiné des articles entre eux, ils ont réoptimisé, quitte à aller sur la toile pour avoir des idées, etc. Mais ils ont été créatifs. C'est vrai que globalement, on a tous des dressings qui sont pleins à craquer, et on se dit des fois, j'ai besoin de réagencer. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il y en a plein qui se sont mis à réparer, à faire du upcycling. Pareil, on est sur de la créativité. Et en fait, à l'issue de ce test, au bout de 10 semaines, les étudiants ont été interrogés. Et il y en a certains qui disaient, mais j'ai compris la différence entre effectivement les désirs et les besoins. J'ai développé ma créativité. Et je pense que le consommateur, il est créatif et qu'aujourd'hui, il a besoin d'apporter des ressources.
il a besoin d'être co-acteur du projet et donc dans cette logique, il est clair que, on l'a trop longtemps ignoré, enfin, je veux dire le consommateur et de l'interroger, de le faire participer, c'est important, on aura des produits qui seront plus en lien avec ses attentes. Très bien. Alors, justement, tu voulais remettre le consommateur au centre, qu'il soit un consommateur, et donc de l'interroger. Comment aujourd'hui les marques de mode, elles peuvent faire ça en fait? Comment elles peuvent interroger, et derrière co-créer avec ce consommateur? Alors, par rapport à ça, il y a plein de solutions, hein. Je veux dire, il y a la data, il y a les communautés de marques. Je me rappelle, au Fashion Green Days de l'année dernière avoir, animé la table ronde où il y avait Match Market qui expliquait D'accord. comment elle travaillait, cette start-up avec les marques pour vraiment, proposer aux consommatrices, aux consommateurs avant le lancement de la production, sur les coloris, les imprimés et cetera. Je pense qu'on a assez d'outils aujourd'hui pour nous permettre de faire ça et puis si on veut redonner de la valeur aux vêtements, ça signifie aussi, travailler sur la rareté, travailler sur la personnalisation, sur l'exclusivité. Regardez, il y a pas de secret quand on voit, le mois dernier, on nous dit que dans les marques préférées des consommateurs, il y a Cézanne. Mmh. Pourquoi Cézanne sort du lot? Parce qu'effectivement, ils ont compris qu'en faisant, des collections capsules petites, on travaillait sur l'exclusivité, la rareté et je pense que c'est ça aussi que demandent les consommateurs. Alors, bien sûr, Zara l'avait déjà inspiré, mais il y a tous ces éléments qu'on doit prendre en compte et de ce fait, si on est plus sobre en tant que distributeur, on va engendrer, de la sobriété positive chez le consommateur. C'est au lieu d'avoir ces vêtements qu'on a achetés, pour un certain nombre, en promotion parce qu'on s'est dit que c'était la bonne affaire, hein, c'est ce qu'on Mmh. appelle Mmh. l'acheteur malin et puis globalement, on s'aperçoit qu'on l'a acheté parce que c'était en promo, mais globalement, on le met pas. C'est de se dire aussi qu'on va pouvoir, vider notre dressing de vêtements inutiles et au contraire redonner de cette valeur. Enfin, je veux dire, c'est un OK, super. mot-clé. Super. Isabelle, il va nous rester une petite minute. Si tu devais conclure, qu'est-ce qu'on devrait retenir de tout ça en fait, sur cette fameuse sobriété? Moi, je pense que la sobriété, ça peut être un super levier euh, pour modifier les modèles économiques, tant dans la diversité, on a, et le lien aussi que je dirais, le dernier mot, c'est redonner de la valeur aux vêtements, c'est redonner de l'attachement émotionnel, euh, arrêter cette distanciation sociale aussi avec les producteurs, enfin, qu'on ait une traçabilité, une histoire, que, comme le vin, comme je le disais tout à l'heure, le vin, on adore savoir quel est le terroir, enfin, je veux dire, comment il a été, je dirais, comment a été élevé le vin, etc. Je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui, et ça ne veut pas dire qu'on tombe dans une sobriété, je dirais, malheureuse pour prendre le contre-pied Mmh. de Pierre Rabhi, mais au contraire, je pense qu'on a des tas de possibilités qui s'offrent à nous pour renouer aussi avec des modèles économiques rentables et satisfaire aussi les consommateurs, mais satisfaire dans le bon sens. Parfait. Merci beaucoup Isabelle pour ce beau message et Merci. puis à très vite.